Alors, les troubles autistiques sont mieux connus, mieux diagnostiqués, et les avancées scientifiques ont ouvert de multiples champs de recherche, ce que nous allons voir. Donc, dans les champs de l'exploration du cerveau, des interactions avec l'environnement à la naissance, des anomalies génétiques, des hormones. Donc, nous allons voir si l'autisme va nous livrer ses secrets, mais je vais peut-être attendre 30 secondes que tout le monde puisse s'installer. C'est à moi. Merci. Voilà, donc si vous pouvez prendre place. Et donc, nous allons avoir un débat d'1 heure avec 4 intervenants. Donc, je vais peut-être appeler donc nos invités à la tribune pendant que vous vous installez. Donc, j'appelle Frédéric Kamselem, qui est psychologue spécialiste de l'autisme dans le service de psychiatrie des enfants et des adolescents de l'hôpital Robert Debré. Bonjour. Le docteur Sylvie Serret, médecin pédopsychiatre responsable du centre ressources autisme à Nice. Bonjour docteur. Mohamed Guénoun, donc, qui est fondateur et président de l'association Autisme Apprendre Autrement. Et vous êtes donc le papa de 2 adolescentes autistes. Et le professeur Franck Ramu, donc directeur de recherche au CNRS. Et donc pour animer nos échanges, Béatrice Parino, donc, qui est journaliste au Point. Bonjour, merci à tous d'être venus assister à cette table ronde sur les secrets, en tout cas de l'autisme. Ma première question, elle est pour vous, Franck. Peut-être pouvons-nous mettre un micro sur cette table? Ce sera plus facile pour les échanges. Tout simplement, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est au juste l'autisme? Donc l'autisme, aujourd'hui on appelle ça trouble du spectre autistique. Plutôt trouble du spectre de l'autisme pour être précis, c'est un trouble qui se définit suivant 2 types de symptômes, des problèmes d'interaction sociale, donc d'interaction avec les autres, dans la communication verbale et non verbale, et des intérêts restreints et des comportements répétitifs. Voilà. Donc ces 2 types de symptômes, c'est quelque chose qui est continu dans la population. Évidemment, on a tous plus ou moins ça, on est tous plus ou moins sociables, on a tous des intérêts plus ou moins restreints. Et puis, y a des gens qui sont aux extrêmes de ça, qui ont des intérêts très 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 restreints et des comportements très répétitifs, et puis qui ont vraiment des gros problèmes dans la sociabilité. Et donc ces gens-là, on va dire qu'ils sont dans le spectre du trouble de l'autisme. Et actuellement, on pense que ça représente à peu près 1% de la population. 1%, c'est ce que vous dites. Il me semble que cette définition, c'est une définition qui a évolué dans le temps. C'est une définition, j'imagine, qui est amenée encore à évoluer. Pourquoi ce besoin de redéfinir en continu l'autisme ? Comme toutes les définitions de toutes les maladies, finalement, ce sont des constructions humaines. C'est les médecins et les scientifiques qui inventent ces définitions parce qu'ils ont besoin de définir une partie de la population qui a des problèmes similaires et qui va sans doute avoir besoin de traitements ou de prise en charge similaires. Et les définitions sont révisées régulièrement par les organismes internationaux qui les produisent en fonction de l'évolution de l'état des connaissances. Et il est incontestable que dans les 30 dernières années, on en a appris beaucoup sur l'autisme et ça a fait évoluer notre compréhension du trouble. Et aussi en fonction de la reconnaissance de certains problèmes qui n'étaient pas forcément perçus avant. Donc par exemple, dans les 3 dernières définitions de l'autisme, on a élargi les critères diagnostiques parce que avant il y avait une définition très très étroite de l'autisme
donc pour des personnes très sévèrement atteintes dont les troubles étaient très caractéristiques. Mais on s'est rendu compte qu'à côté de ces personnes-là, il y en avait qui avaient des symptômes un peu similaires, mais beaucoup moins sévères, et ces personnes étaient aussi en difficulté. Donc les médecins se sont dit, il faut aussi faire quelque chose pour ces personnes, donc on va élargir les critères diagnostiques. Du coup, ça augmente la part de la population qui est concernée, et ça permet aussi de leur proposer des interventions adaptées. Autre question qui relève toujours peut-être d'un mystère lié à l'autisme, les causes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est autiste ou on n'est pas autiste? Peut-être Sylvie? Alors justement, suite à un petit peu l'évolution de tous ces concepts théoriques, on en est venu aux troubles du spectre de l'autisme, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas une pathologie avec une cause unique, comme on l'a supposé il y a une vingtaine d'années, mais on retrouve plusieurs chemins causaux qui peuvent amener aux troubles du spectre autistique. Les premiers dont on parle beaucoup sont les anomalies génétiques, qu'elles soient mutations héritées ou de novo, amènent des perturbations au niveau de la transmission synaptique et donnent effectivement un trouble du spectre autistique. On s'est rendu compte aussi que tous les troubles et les pathologies de la périnatalité, c'est-à-dire les infections pré-, per- et post-natales, les retards de croissance intra-utérine, toutes les affections qui vont toucher le bébé semblent, elles également, être possibles, mais pas sûres. On n'a aucune cause unique qui nous donne un trouble du spectre autistique. Enfin, on est en train de se rendre compte aussi qu'un certain nombre probable de causes environnementales, alors environnementales au sens large, actuellement il y a beaucoup d'études qui essayent un petit peu de spécifier qu'est-ce qui dans l'environnement pourrait amener à perturber ces troubles autistiques. Alors on se rend compte que c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'on voit se cumuler peut-être des causes environnementales liées à une certaine fragilité génétique dans un contexte néonatal particulier qui entraîne un ensemble de facteurs favorisants qui peuvent entraîner le développement d'un trouble du spectre autistique, c'est-à-dire se développer autrement. Donc il y a une part d'héritage, il y a une part environnementale. J'aimerais bien qu'on pousse un peu plus cette notion-là, environnement. Comment il faut entendre ce mot? C'est environnement, écologie, c'est l'air qu'on respire, ou ça veut dire autre chose? Alors, disons, dans les études qui essayent de déterminer la part des choses entre les causes génétiques et les causes environnementales. En fait, ce qu'on appelle environnemental, c'est tout ce qui est non génétique. Parce que génétique, on sait très bien le définir, c'est la molécule d'ADN. Tout le reste, on appelle ça environnemental. Et donc, comme l'a dit Sylvie, les principaux facteurs causaux environnementaux qui ont un effet prouvé sur l'autisme, ce sont des facteurs de nature biologique qui interviennent souvent avant la naissance, quelquefois autour ou juste après la naissance. Quand on parle de l'environnement après la naissance, là encore, les facteurs qui ont un effet prouvé, ça va être des facteurs de type biologique ou biochimique, ça peut être des infections, ça peut être... après, il y a des nouvelles hypothèses, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'elles sont totalement prouvées, mais par exemple, on pense que l'exposition à la pollution atmosphérique, ça pourrait aussi être un facteur de risque pour l'autisme dans les premières années de la vie. Ça fait partie des hypothèses qui sont étudiées. Donc voilà, à côté de ça, comme beaucoup de gens le savent, il y avait des hypothèses sur l'environnement familial et social de l'enfant. Par exemple, on a longtemps accusé les parents et surtout les mères d'élever leurs enfants de telle ou telle manière qui favoriserait la survenue de l'autisme. Ça, c'est un mythe. C'était une hypothèse possible, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune donnée à l'appui de cette hypothèse. Donc on a fini par la rejeter. A priori, autant qu'on sache, le comportement des parents n'est pas responsable de l'autisme. Mohamed, vous avez créé une association parce que vous avez été confronté en fait dans votre vie à ce sujet-là. Peut-être nous raconter en quelques minutes votre expérience personnelle et ensuite qu'est-ce que vous avez été amené à faire? Oui, je pense que je suis là aussi pour faire le lien entre éventuellement les définitions scientifiques, les causes biologiques, etc., et le quotidien des familles. En fait, il faudrait quand même savoir que la définition que la mère est responsable, ça court encore. Donc, c'est une hypothèse farfelue. Il a été démontré que ce n'est pas vrai, mais ça continue à courir dans certains services. Mais on n'est pas là pour polémiquer là-dessus. Simplement, il faut savoir que lorsqu'on est confronté à ce handicap
parce qu'on parle de handicap et non pas de maladie. Lorsqu'on est confronté à ça, on est dans une espèce on est dans un désarroi total vis-à-vis du diagnostic, parce qu'on s'est battu vraiment pour avoir du diagnostic précoce. Ça n'a pas été le cas. Vous savez, on parle, il y a 15 ans de là, moi mes filles ont 18 ans. Il y a 15 ans de là, il était inimaginable de parler de l'autisme dans un forum de neuro. Ce n'était pas possible. Donc c'est déjà ce changement de paradigme est absolument colossal. Donc on est confronté au diagnostic précoce, ça l'est beaucoup moins grâce à des médecins, grâce à Sylvie Serret et d'autres centres de ressources autisme. Nous sommes passés, donc une fois qu'on a le diagnostic précoce, on s'est énormément battu pour une véritable prise en charge précoce, très important pour gagner du temps. Et le combat a été pratiquement, simplement, tout à l'heure, vous disiez une personne sur 100. Il y a 10 ans en France, il y avait une personne sur 10 000, par contre. Je ne sais pas comment ça a évolué, mais on nous disait qu'il n'y avait qu'une personne sur 10 000. On avait les mêmes prévalences de cancer de prostate en France et aux États-Unis, les mêmes prévalences de problèmes cardio en France et aux États-Unis, ou en Allemagne ou au Canada. Mais par contre, pour l'autisme, on était beaucoup moins nombreux qu'eux. Ce n'est pas parce qu'on était beaucoup moins nombreux, on s'est battu, mais vraiment, je parle des parents, du combat des parents, pour qu'aujourd'hui, on reconnaisse enfin que, d'abord, la définition de l'autisme, ça me fait plaisir d'entendre tout ça, et surtout reconnaître le fait que certaines personnes qui présentent ce trouble ont besoin de prise en charge, ont besoin qu'on s'occupe d'elles, et franchement, il faut rester positif. Ce n'est pas le cas de tous les parents, ne vous diront pas la même chose. Je reste quand même très positif. Aujourd'hui, on est là pas pour polémiquer, mais quand même dire les choses. Il y a des centaines de milliers de familles qui n'ont rien aujourd'hui en France. On va y revenir un peu plus tard, mais avant d'approfondir la question, il y a une autre idée reçue, en tout cas, qui circule, celle de dire qu'aujourd'hui, vous l'avez souligné, il y a des chiffres différents qui sont très différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est lié à la redéfinition de ce handicap, ou est-ce que c'est lié à ce terme qu'on dit, y aurait-il ou non une épidémie d'autisme dans le monde, et surtout dans le monde développé? Oui. Sylvie, peut-être, et ensuite Franck. Alors, effectivement, je rejoins ce que disait Mohamed. Initialement, moi, quand j'ai fait mes études de médecine il y a 20 ans, on apprenait 4 pour 10 000 l'autisme. Actuellement, on est à 1%. Donc, immédiatement, on s'est dit, il y a une augmentation de la prévalence, il y a une épidémie de troubles autistiques. Et puis, jusqu'à il y a à peu près 2 ans, les chercheurs se sont rendus compte, il y a eu plusieurs études qui ont été faites et qui ont montré que si on appliquait les critères utilisés il y a 25 ans pour faire de l'épidémiologie à la population actuelle, on retrouvait les mêmes chiffres. Donc, c'était bien initialement l'élargissement des critères diagnostiques, donc une meilleure reconnaissance des troubles autistiques chez les patients qui présentaient une déficience intellectuelle, comme une meilleure reconnaissance des troubles autistiques chez les patients sans déficience intellectuelle, qui ont permis d'augmenter le chiffre et la prévalence. Cependant, il y a un an et demi, je suis allée au congrès de l'INFAR aux États-Unis, et les dernières études semblaient montrer qu'il y a un petit pourcentage, à peu près 20% de l'augmentation de cette prévalence, que l'on a du mal à expliquer, que l'on n'explique pas par l'élargissement des critères, que l'on n'explique pas par la modification du regard porté et des avancées scientifiques portées sur l'autisme, et que peut-être, alors restons très prudents, que peut-être il y aurait d'autres facteurs qui fait qu'actuellement on a un nombre d'enfants, une prévalence de l'autisme qui pourrait, je dis bien, je reste très prudente, un petit peu augmenter. Merci. Passons aux questions sur la prise en charge, qui est un autre sujet polémique, parfois même souvent. Frédéric, la prise en charge en France est-elle suffisante ou pas sur celui-là? Faut voir ce qu'on entend comme prise en charge. D'abord, la première prise en charge, comme disait Mohamed, c'est le diagnostic. Et de ce point de vue-là, la France a beaucoup évolué. Même dans les centres réputés avoir une approche qui n'est pas une approche très scientifique, il y a une amélioration, il y a une prise en charge des outils standardisés. Donc pour le coup, il y a une amélioration nette, mais pas encore suffisante, on le voit. Et par ailleurs, par contre, pour la prise en charge des enfants, dans quel que soit le domaine, c'est difficile
de mettre en place, mais après, c'est aussi beaucoup une question de moyens dédiés au niveau de l'État, etc. Et une approche de formation des intervenants qui n'est pas suffisante, de la faculté de médecine, de psychologie, des éducateurs. Enfin, vraiment, là, il y a une réorientation à faire, à prendre en charge. Au niveau de la prise en charge, vous avez dit les uns et les autres que les choses aussi ont changé, évolué, progressé grâce à des diagnostics précoces. Qu'est-ce que ça veut dire en fait un diagnostic précoce? C'est quoi? C'est un diagnostic quand un bébé a 6 mois, quand on a 2 ans, quand on a 10 ans? Qu'est-ce que c'est? Donc, on a actuellement les moyens de faire un diagnostic avant l'âge de 2 ans pour, pas tous les enfants avec un trouble autistique, mais pour une grande majorité des enfants. Le fait qu'on ait les moyens, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tous les diagnostics avant 2 ans. En général, avant 3 ans, on y arrive relativement bien puisque le trouble autistique est le plus net au niveau de l'expression de sa symptomatologie entre 3 et 4 ans. Donc les outils dont on dispose, l'analyse clinique, l'expérience fait que l'on est en capacité, donc il faut qu'on débute très rapidement une prise en charge. Mohamed, peut-être vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste un mot. Alors, c'est pas pour piéger Sylvie, je la connais très bien, mais on met combien de temps pour avoir aujourd'hui, c'est une question sincère, on met combien de temps aujourd'hui pour avoir un rendez-vous, pour avoir un diagnostic? Je vais répondre, c'est que les délais ont énormément réduit. Et c'est politiquement correct. Non, c'est pas politiquement correct, mais quand même, l'État a continué à développer, à mettre des moyens avec des camps renforcés, avec des équipes qui ont été beaucoup plus formées. Il y a 10 ans de ça, les délais d'attente au CRA, donc au Centre Ressources Autisme, étaient de 2 ans, ce qui était inacceptable pour une famille. Ils sont actuellement d'environ 3 mois. C'est juste pour préciser l'acronyme CAMS, si vous pouvez voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers. Un centre d'action médico-social précoce, donc qui prennent en charge les enfants dans le champ du handicap, qui ont des troubles du développement avant l'âge de 6 ans. Ils peuvent les prendre en charge au bout de quelques mois, dès qu'il y a un retard de développement qui apparaît. Frédéric et ensuite Mohamed. Oui, il y a eu à la suite des derniers plans autisme aussi la création d'unités de dépistage précoce qui ont permis justement d'adresser les enfants dès le plus jeune âge et de pouvoir faire un pré-diagnostic, en tout cas un screening pour ces enfants-là. Donc il y a un progrès qui n'est pas suffisant, mais il y a un beau progrès. Oui, donc la prise en charge, effectivement, Sylvie, je parle sous le contrôle de Sylvie et peut-être sous le contrôle de tous les intervenants ici. Il y avait une prise en charge un peu quand même bizarre, basée sur beaucoup de théories, notamment la théorie de la mère. Bon, elle est passée, donc cette prise en charge, ça consistait quand même à des groupes de parole, par exemple avec des enfants qui ne sont pas verbaux, avec des choix de petites peluches pour présenter le papa, etc. Donc heureusement, on est en train de sortir de ça, de plus en plus, pour aller vers une véritable prise en charge sur l'éducatif, sur l'apprentissage, sur l'apprentissage fonctionnel, ça c'est très important, sur l'apprentissage vers l'autonomie. Pourquoi je dis fonctionnel? Pour être un petit peu plus, pour expliquer pourquoi on parle fonctionnel, on voudrait apprendre aux enfants comment se brosser les dents, comment se doucher, etc. Et non pas en partie aller dans une philosophie de dire ça va venir, etc. Donc la prise en charge actuellement, elle est en train d'évoluer grâce aux différents plans autisme 1, 2, 3, 4, mais surtout, il y a eu une loi qui n'est pas passée inaperçue, mais qui a fait énormément, qui nous a permis, il n'a pas qu'aux parents et aux personnes handicapées avec autisme, mais à tous les autres handicapés d'avoir une véritable évolution. C'est la loi 2005 qui a été votée, préparée par Jean-François Chaussy sous la présidence de Jacques Chirac. Ça a été vraiment une très grande révolution dans le domaine de la prise en charge, c'est-à-dire la scolarisation, en tout cas l'inscription de la scolarisation obligatoirement, en tout cas autorisé pour tous. Encore une fois, ce sont de véritables combats politiques, de militants, de travail tous les jours. Et puis les politiques ont un rôle énorme à jouer là-dedans dans la prise en charge. Je ne sors pas du sujet, je parle toujours de la prise en charge. Les politiques ont un rôle fondamental dans la prise en charge parce qu'il faut qu'ils donnent l'argent là où la prise en charge est prouvée efficace. Ça, c'est très important. L'argent donné dans des prises en charge qui ne sont pas efficaces doit être retenu pour être redonné à des prises en charge, notamment, alors je pense à vous, la prise en charge de type comportemental, la prise en charge éducative, encore une fois, d'éducation, de scolarité, d'inclusion dans la société.
Mais sur le plan éducatif, comment fait-on? Parce qu'on n'a pas une école adaptée à cela. On a déjà une école, on n'arrête pas, elle est très critiquée, où les classes sont surchargées. Donc là, on a des besoins spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il existe? Alors, au niveau des écoles, l'éducation nationale a mis quand même en place beaucoup de formations pour ses enseignants, c'est-à-dire comprendre comment on peut enseigner à un enfant qui a des troubles autistiques. Il est vrai que l'enseignement dans notre société passe par la communication. C'est parce qu'on est en capacité de communiquer qu'on peut transmettre un savoir. Or, l'enfant autiste, avec ses difficultés à communiquer, va accéder au savoir autrement. Mais c'est vrai qu'on commence à se rendre compte que ces enfants, qui souvent ont des compétences non verbales, c'est-à-dire une logique non verbale qui est très présente, les enseignants, l'école est un organisme très structuré, très organisé, et qui passe par la parole, mais qui en même temps met en place tout un ensemble d'outils qui passent par le visuel. Et quand on propose ces outils-là aux enfants autistes, ils s'y retrouvent. Et le fait d'être éduqués, ils se mettent à apprendre. Le fait d'apprendre, on lutte contre la déficience. On leur permet de progresser, de mieux comprendre le monde qui les entoure. Et ensuite, les prises en charge continuent à aider à développer leur communication, à progresser. Mais la prise en charge de l'enfant, pour qu'elle soit efficace, elle doit se faire, selon vous, il vaut mieux qu'elle se fasse au sein de l'éducation nationale, ou il faut que ça soit dans des écoles, on va dire, spécialisées? Alors, ça n'engage que moi. Je pense que la prise en charge des enfants avec autisme, c'est l'inclusion dans la société. Au plus on va les inclure dans la société, au mieux ils percevront ce qui se passe autour parce qu'ils sont très bons visuellement et qu'à ce moment-là, ils vont un peu mieux comprendre l'enjeu des interactions, des relations. Après, il est vrai que quand il y a besoin d'aide supplémentaire, des accompagnements qui sont plus spécifiques et dans des lieux individualisés comme des établissements, des structures, sont aussi nécessaires. Mais je crois qu'il faut qu'on ait bien en tête, pour ces enfants, c'est de l'inclusion dans la société, comme l'inclusion scolaire. Frédéric? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais en effet, ça demande, c'est un trouble qui est très hétérogène et pour les personnes sont très différentes. Donc en effet, il y a des gens avec qui vont pouvoir être inclus très facilement dans des classes, enfin très facilement aidés par des AVS, etc. D'autres pour qui le chemin va être plus long, plus difficile, ou l'adaptation va prendre plus de temps. Donc l'inclusion, elle doit se faire au niveau de l'éducation nationale, mais avec probablement des classes spécialisées dans la mesure du possible. Et là encore, AVS, auxiliaire de vie scolaire. Oui, la prise en charge, l'inclusion, c'est vrai que c'est un très beau mot, il est à la mode. Il faut inclure tout le monde. Il est à la mode, mais vous êtes d'accord? Oui, mais attends. Je suis d'accord, je serai d'accord probablement en 2025 ou 2030. Pourquoi il faut Pourquoi? Parce longtemps? Qu'aujourd'hui, encore une fois, il faut être honnête. Aujourd'hui, certains enfants avec autisme sont difficilement pris en charge dans les écoles. Pourquoi? Parce que l'enseignant n'est pas suffisamment bien formé. Il se retrouve en difficulté parce que les moyens qu'on lui donne pour l'accueillir ne sont pas adéquats, ne sont pas appropriés. Alors c'est très bien sûr, le combat de l'inclusion, il est en cours, mais avant d'espérer une prise en charge totale à l'école ou dans la société tout court, il y a beaucoup d'efforts à faire. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur la formation initiale, sur la formation continue, et surtout sur les moyens à donner à ces pauvres enseignants qui se retrouvent en très grande difficulté dans les classes à accueillir une ou deux personnes autistes avec tous les troubles qu'ils ont. Nous sommes parents, on est conscients des troubles que ça peut générer, mais on demande quand même une formation et des moyens pour que ça puisse se faire. L'inclusion aujourd'hui, elle n'est pas possible pour tout le monde. Oui, je continue à enfoncer ce même clou. La formation est vraiment le nœud absolument crucial de toute cette histoire. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les enseignants ne sont pas formés à l'autisme, les AVS ne sont pas formés non plus, les psychologues ne sont pas formés, les psychiatres ne sont pas bien formés à l'autisme, ni les orthophonistes, ni les psychomotriciens, etc. Donc on a tous les professionnels dont il faut revoir la formation. Et actuellement, on est en cours de préparation du 4e plan autisme. Et au cours du 3e plan autisme, il avait déjà été dit que les professionnels devaient être formés et ça n'a pas décollé. Là, la formation des professionnels, ça doit devenir la priorité absolue du 4e plan autisme. Mais évidemment, ce n'est pas un problème qui est facile à résoudre parce que les gens sont formés à l'université.
par les gens de la génération précédente qui leur transmettent leurs croyances de la génération précédente, et après ils sont en poste pendant 30 ans. Donc ça se fait pas en une année comme ça de changer les maquettes de formation. Donc ça serait de la formation continue aussi. Alors il y a la formation continue, mais le cœur de la question, c'est qui forme les formateurs. Parce que c'est ça le problème qu'ont les familles actuellement en France, c'est qu'elles veulent des intervenants bien formés pour prendre en charge leurs enfants, et elles n'en trouvent pas. S'il y a des gens formés, ils ont 12 jobs qui leur sont proposés chaque mois. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Ils en font même venir de l'étranger. Donc, il y a une vraie révolution à faire au niveau de la formation, à la fois initiale et continue. Moi, j'ai une question plus pratique, plus terre à terre. Les enseignants, là, vous les pointez pas du doigt, mais vous soulignez qu'ils ont un rôle essentiel à jouer. Tous les jours, on entend que les enseignants sont pas suffisamment formés à des choses basiques. On apprend que des profs de maths sont pas suffisamment formés aux maths, ils sont pas suffisamment formés à la pédagogie. Ils ont des classes surchargées. S'il faut en plus les former à ce type de handicap, leurs études vont durer 8 ans au lieu de 5, comment on peut demander à une seule personne d'avoir tout ce savoir? En fait, c'est marrant comment on prend les choses isolément. Il faut les prendre dans un versant beaucoup plus global. Les enseignants, c'est des gens comme vous et moi. Moi, je ne suis pas enseignant, mais c'est des citoyens français. Mais il faut qu'on travaille sur la citoyenneté dès le jeune âge. C'est toute la société qui doit changer. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'accessibilité des personnes handicapées physiques dans les toilettes publiques ou dans la poste, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on soit... Ce n'est pas une formation initiale seule qui va suffire. C'est un changement de paradigme au sein de la société entière sur laquelle il faut travailler. C'est-à-dire un enseignant, s'il était jeune, en étant jeune, il avait des enfants handicapés avec lui en classe, ça ne le choquerait pas, il sait à quoi s'attendre quand il sera enseignant. Aujourd'hui, ce que vous disiez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut former les formateurs maintenant. Donc il faut absolument passer à la vitesse supérieure. Et bon, le diagnostic, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on parle de diagnostic. Ah, où on en est? Alors, allez, on va faire un livre blanc. Un diagnostic encore de l'autisme. Là, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il manque des places, il manque la formation, il manque des sous, il manque tellement de choses qu'on a envie d'avancer et parfois on a l'impression un peu de stagner. Mais encore une fois, la formation des enseignants passe par la formation de toute la société. L'enseignant, mais le postier, le chauffeur de bus, tout le monde, l'épicier, on est tous impliqués. Il y a une personne sur 100 qui présente un trouble du spectre de l'autisme. Il faut absolument qu'un jour on décide de les accueillir parmi nous, de les accepter parmi nous et dignement. On a parlé justement de leur accueil au sein de l'école, au sein du monde éducatif. Une fois, si on a la chance d'être éduqué, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a les moyens d'aller jusqu'à un diplôme? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui en France d'obtenir un emploi? Ou c'était aller à l'école, finalement, c'était une occupation pour se créer des liens comme les autres? Je pense qu'il faut différencier obtenir un diplôme, aller à l'école et l'insertion professionnelle. Moi, je suis beaucoup de jeunes qui ont un syndrome d'Asperger. Donc, le syndrome d'Asperger, c'est un autisme sans déficience intellectuelle. Et beaucoup de jeunes que je connais, que je suis, sont dans des classes prépa aux écoles d'ingénieurs, sont à l'université et ils sont accompagnés actuellement, obtiennent les diplômes. Et ce qui devient beaucoup plus compliqué, c'est l'entrée sur le marché du travail. Alors déjà, c'est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas autiste. Alors, ce qui est difficile, c'est effectivement leur présentation au moment de l'embauche rend les choses relativement compliquées. Par contre, ce que l'on commence à avoir conscience, il y a de plus en plus d'entreprises et on a dans la région la chance d'avoir une entreprise adaptée qui est Avencode, qui est en train d'intégrer et d'embaucher des personnes avec autisme pour ensuite leur permettre d'être embauchés par les grosses entreprises de notre région à Sophia Antipolis. Je crois que c'est des chemins comme ça intermédiaires qui fait qu'il y a besoin d'un accompagnement spécifique, il y a besoin d'une aide, effectivement, et il y a besoin de repérer plutôt leurs compétences que leur savoir-être social. Vous voulez rajouter quelque chose, Frédéric? Oui, pour préciser aussi, souvent les personnes qui ont la capacité de travailler sont des personnes qui n'ont pas de déficit intellectuel. Et pour ces personnes-là, souvent le délai de diagnostic est très important et se trouve quelquefois dans des situations très difficiles, justement dans le monde du travail. Et c'est là qu'on s'aperçoit de leurs difficultés liées au trouble du spectre de l'autisme.
Je peux dire un dernier Bien mot sur sûr. la prise en charge avant de finir. Il y a une prise en charge malheureusement on laisse de côté. Une prise en charge très importante, c'est la prise en charge somatique. Les personnes avec troubles du comportement, handicapées, autistes ou pas d'ailleurs, avec le trouble du comportement, on est confronté à énormément de problèmes de prise en charge somatique. Somatique, c'est-à-dire de santé pure, j'ai mal, je dois prendre une molécule, une drogue pour me soulager. Et là, aujourd'hui, on est confronté à cette prise en charge, à cette manque de prise en charge sur le plan de l'électrocardiogramme, sur l'échographie, sur vous voyez tout ce que... Si aujourd'hui, on est une personne autiste dans un centre avec trouble du comportement qui a un problème d'urgence médicale, on s'oriente pratiquement, automatiquement vers la psychiatrie. Or, ce n'est pas du tout de quoi une personne avec des troubles somatiques a besoin en urgence. Voilà, donc vous voyez que la prise en charge éducative petite, la prise en charge à l'adolescence, l'accompagnement sur professionnel, ça c'est très important, mais aussi la prise en charge médicale, ce qui est absolument dramatique. Là, j'ai envie de vous dire, vous m'effrayez encore plus, parce que autant que les professeurs ne soient pas formés, c'est pas compréhensible, mais en tout cas dans la société dans laquelle on vit et les choses qu'on peut entendre, oui, ça viendrait même spontanément à l'esprit. Mais là, vous nous dites que ce sont les médecins, c'est notre système sanitaire qui n'est pas adapté à la prise en charge. Je suis désolé de vous effrayer, ce n'était pas du tout mon but. Non. Mais par contre, si ça vous effraie, nous on est effrayés depuis plusieurs années. Aujourd'hui, si c'est ma fille a un problème médical d'urgence, je ne peux pas avoir une prise en charge correcte. Je vais vous choquer en disant une phrase. J'ai un chien, une petite chienne qui s'appelle Wendy. À 2h du matin, elle a eu un problème. Il y a une clinique ici à Nice, 24 heures sur 24, avec radio, écho, chir, anesthésie. Si ma fille lui arrive la même chose, je ne sais pas comment faire. Frédéric, au niveau de la formation justement des praticiens, en quoi la formation même de ceux qui sont spécialisés sur ces problématiques ont pu évoluer? Et est-ce que, j'ajoute une deuxième question pour relier à ce que vient de dire Mohamed, est-ce que vous avez vu dans les personnes qui vous entourent, dans ces professionnels de la santé qui ne sont pas, leur cœur de métier, dirons-nous, n'est pas l'autisme, vu quand même les choses évoluer? Alors, c'est très lent pour les personnes qui ne sont pas dans le corps de métier, n'est pas l'autisme. En effet, il y a des formations, il y a de l'information qui est diffusée, mais en effet, par exemple, un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, qui ne peut pas dire qu'il a mal aux dents, et souvent, il peut être adressé en psychiatrie alors qu'il a mal aux dents. Donc, en effet, ça c'est vraiment une difficulté. Par ailleurs, en effet, pour les facs de psychologie, ça commence à changer, mais il y a une approche qui n'est pas encore très conforme aux connaissances scientifiques, qui fait que, de ce point de vue-là, ça a pris beaucoup de retard et qu'il faut ensuite se former une fois qu'on est sorti des bancs de la fac pour se former sur des choses spécifiques. Et il faut avoir la volonté de le faire. Donc, il s'agirait plutôt d'un problème politique, culturel ? Je pense qu'il y a un problème politique qui est en train de diminuer, comme disait Franck. Ceux qui étaient il y a 30 ans et qui ont donné ça, il faut qu'ils partent doucement pour qu'on puisse commencer à faire les choses en conformité avec la science. Donc il faut attendre un renouvellement de génération. Oui. Mais pour être un tout petit peu positif, il y a un cours à la fac de médecine d'ici de Nice. Mon fils, il est étudiant en médecine, le grand, et il a eu un cours absolument magnifique sur l'autisme, qui correspond parfaitement à ce que les familles et ce que la communauté scientifique a réclamé depuis des années. Donc on voit quand même apparaître une nouvelle génération de médecins et de professionnels qui ont conscience de cette problématique. Donc je veux vraiment rester positif. Il y a il y a quelques changements quand même, des lueurs d'espoir. Et ce cours qui est donné, je ne donne pas le nom du médecin, il est jeune, mais vraiment ça fait un très grand plaisir de voir ça. On a parlé de la place des autistes
dans la société, la prise en charge des enseignants, par les enseignants, la prise en charge par les médecins, mais on n'a pas parlé encore des parents, on l'a juste évoqué. Les parents, c'est quand même les premiers acteurs de l'accompagnement de l'autiste. Dans quelle mesure il faut eux aussi les accompagner, voire les former? Est-ce que là aussi il y a des choses à faire? Est-ce que tout est dit ou il y a des tabous qui sont encore présents, Mohamed? Alors, je suis désolé, je parle beaucoup, mais il faut me poser la question en tant que parent. Nous, on a monté un organisme de formation quand on a démarré l'association. Je ne veux pas faire de publicité, mais on était obligé de monter nous-mêmes notre organisme de formation et faire venir Mark Sandberg des États-Unis, Diane Fraser. Tu connais toute l'histoire. On avait du mal à trouver des formateurs ici. Puis petit à petit, fort heureusement, on a maintenant des professionnels sur place qui font un très bon travail, petit à petit. Je vois des amis ici qui ont d'autres organismes de formation qui marchent très bien depuis des années, qui avaient déjà un esprit éducatif et non pas de l'ancien courant. Donc voilà, la formation, malheureusement, on était obligé quand même de nous l'assurer nous-mêmes, d'aller faire venir des gens de l'extérieur pour former les professionnels qui s'occupent de nos enfants ou nous former nous-mêmes pour aider. Des fois, c'est les parents qui aident les professionnels à se former. On y est parfois. Mais aujourd'hui, quels sont les besoins des parents, en fait? Peut-être Sylvie ou Frédéric? Je crois qu'ils sont quand même multiples. Alors juste, je voudrais mettre un petit mot supplémentaire sur les différentes choses qui ont été dites sur le somatique et les parents. Je voudrais quand même insister sur le fait que le trouble autistique, c'est quand même un des troubles, un des handicaps les plus complexes qui existent. Et je crois que si la formation, au-delà de l'histoire de ce qui s'est passé dans notre pays, quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, les choses ne sont pas non plus si simples que ça. Et je crois qu'il faut avoir en tête que reconnaître un trouble somatique chez un enfant qui n'est pas communicant, il n'y a rien de plus complexe. Ça s'exprime par des cris, par une agitation. Les parents, il est vrai que leur expliquer les modalités de fonctionnement de leur enfant, c'est relativement complexe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des parents et que ces parents, si on leur donne, nous, en tant que professionnels, les grandes lignes de ce qu'est le trouble autistique, eux, ils vont bien comprendre comment s'adapter à leur enfant. Et souvent, comme disait Mohamed, c'est eux qui nous ont appris. Moi, j'ai beaucoup appris de la part des familles. Frédéric, et ensuite les questions-réponses. Oui, du coup, ce qui fonctionne pour l'éducation des enfants avec autisme et donc de leurs parents, c'est tout ce qui est thérapie comportementale basée sur les théories de l'apprentissage. Et donc ça, c'est assez, entre guillemets, facile à apprendre aux parents qui deviennent des co-thérapeutes. Enfin, c'est pas de la thérapie, mais qui sont capables de faire progresser leurs enfants dès lors qu'on leur donne les outils efficaces pour le faire. Et en termes d'efficacité, les dernières études d'évaluation des différents types d'interventions montrent que former les parents à mettre en œuvre eux-mêmes ces interventions comportementales fait partie des choses qu'on a des plus efficaces. Peut-être, Béatrice, si vous me permettez, une question, une réaction après vos échanges, parce qu'on entend qu'il y a différentes formes d'autisme avec des différents niveaux de gravité, qu'il y a différentes causes. Donc je me posais la question en termes d'accompagnement, de formation, est-ce que ça ne rend pas les choses plus difficiles ou est-ce que finalement il y a quand même une base qui est très commune, très large en matière d'accompagnement, de prise en charge, de formation? Franck, peut-être? Il y a une base commune qui sont les deux grands types de symptômes que j'ai décrits. Après, ces symptômes étant définis, les manifestations peuvent être extrêmement variées et ça varie notamment en fonction du niveau intellectuel de la personne. C'est-à-dire avoir un problème d'interaction sociale et des intérêts restreints quand on a un QI de 30, c'est pas la même chose que quand on a un QI de 150. Voilà. Et ça va se manifester de manière très différente entre l'enfant qui toute la journée regarde ses doigts s'agiter devant ses yeux et la personne autiste de haut niveau qui va avoir des intérêts restreints pour, je sais pas, les constructions en allumettes ou les mathématiques ou l'astrophysique ou le piano, etc. Donc, et là, effectivement, à partir du noyau dur qui définit l'autisme, les cliniciens et toutes les personnes qui s'occupent des personnes autistes doivent faire preuve d'une grande flexibilité, finalement, pour s'adapter à cette diversité des manifestations. Merci beaucoup. Alors, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. Qui souhaite poser une question, réagir? Il y a une question là-haut, s'il vous plaît.
Oui, nous sommes à un colloque sur le cerveau et vous ne nous avez presque rien dit sur le cerveau des personnes qui souffrent d'autisme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Parce que les symptômes, ok, mais qu'est-ce qu'on sait sur les causes de ces symptômes, enfin les mécanismes neurologiques? Alors on peut dire des choses. En fait, Sylvie a effleuré le sujet en parlant de problèmes synaptiques. De manière générale, donc il y a eu beaucoup d'études, typiquement d'imagerie cérébrale, mais aussi de dissection post-mortem de cerveau de personnes autistes comparées à des personnes non autistes, qui ont mis en évidence pas mal de différences dans différentes régions du cerveau, certains phénomènes pathologiques qu'on peut retracer à des périodes du développement fœtal, les périodes du développement fœtal où le cerveau est en construction. Donc il y a tout un tas, si vous voulez, de légères déviations des trajectoires de développement cérébral qui sont documentées dans l'autisme. Et comme maintenant la génétique de l'autisme est assez développée, qu'on a identifié un certain nombre de gènes et que certains collègues neurobiologistes étudient la fonction de ces gènes, eh bien, ils ont justement pu trouver que beaucoup de gènes qui sont impliqués dans l'autisme sont des gènes qui codent des neurotransmetteurs ou des molécules qui sont à la synapse, donc qui font la communication entre deux neurones. Et donc, effectivement, une hypothèse assez dominante, c'est que c'est vraiment à la synapse entre deux neurones que se jouent un certain nombre de choses dans l'autisme. C'est certainement pas le seul facteur non plus. Je peux rajouter juste une des théories actuellement qui est la plus, dont on parle le plus, c'est qu'il y aurait une hyperconnectivité cérébrale. C'est-à-dire que dans le développement cérébral de l'enfant ordinaire, si vous voulez, quand il est très jeune, il y a une constitution de synapses de façon très très importante, et au fur et à mesure, en fonction de l'orientation de ses apprentissages, de ses relations, certaines connexions synaptiques s'éteignent pour se prioriser envers d'autres. Et une des théories dans les troubles autistiques, c'est qu'il n'y aurait pas d'extinction et se maintiendrait cette hyperconnectivité cérébrale qui fait qu'effectivement, il serait relativement sensible au niveau de la sensorialité et aurait du mal à trier cette information. On dit toujours ils ont une très forte attention aux détails, mais ils sont aussi bons dans la perception générale, simplement le détail apparaît en avant. Donc voilà, c'est un peu les grandes théories actuellement et qui sont expliquées, comme le disait mon collègue, au niveau génétique, c'est tout ce qui touche la synapse, et au niveau biologique et au niveau médicamenteux avec la dépakine pendant la grossesse, qui semble impacter le développement cérébral de l'enfant qui va développer un trouble du spectre autistique. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu des mains se lever par là, s'il vous plaît, madame. Oui, bonjour. Merci également d'organiser cette conférence sur l'autisme. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez de la piste de l'infection, en fait, de l'infection du cerveau. Il y a des études américaines, des dernières études américaines qui montrent que le rôle du cytomégalovirus, entre autres, un virus herpétique, qui traverserait le placenta et qui infecterait le cerveau du bébé avant la naissance. Donc l'autisme pourrait être même, je ne sais pas, diagnostiqué juste à la naissance ou avant la naissance, en sachant que la mère pourrait être porteuse de ce virus avant la grossesse ou l'attraperait pendant la grossesse. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Merci. Les idées, c'est comme le disait mon collègue, c'est-à-dire effectivement, on sait que l'autisme, ce sont des causes environnementales, biologiques, et toute cause, qu'elle soit infectieuse, immunologique, je dirais toxicologique, qui entraîne une modification de la transmission synaptique et potentiellement génératrice de troubles autistiques. Donc effectivement, est-ce que à un moment donné, le cytomégalovirus associé à peut-être un contexte génétique particulier, ou alors on parle beaucoup d'épigénétique actuellement associée dans les troubles autistiques, fait qu'à un moment donné, ça va se développer? Oui, mais je crois qu'il faut aller plus loin dans cette compréhension, dans cette recherche, mais surtout, il ne faut pas dire, parce qu'on a des pistes qui s'ouvrent au niveau infectieux, toutes les causes dans l'autisme sont infectieuses. Parce que des pistes s'ouvrent au niveau immunologique. Voilà, c'est une des composantes. Peut-être pour compléter un petit peu, donc oui, on sait, je pense qu'on peut dire avec certitude qu'il y a un certain nombre d'infections qui augmentent le risque d'autisme. Le cytomégalovirus, certainement, la rubéole aussi, la toxoplasmose probablement. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui augmentent le risque d'autisme. C'est pas non plus en général, c'est probablement pas le facteur causal unique.
Et il faut comprendre aussi que ce sont des facteurs qui ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste imaginer « Ah oui, alors toutes les mères qui ont été infectées par le mégalocytovirus, elles sont à risque d'avoir un enfant autiste ». En fait, non, le risque reste très faible, et si il y a un trouble qui se déclare, ça ne sera pas forcément de l'autisme, ça peut être tout un panel de différents troubles. Donc c'est pour ça qu'on ne va jamais faire le diagnostic très précocement sur la base d'une simple infection ou d'une simple exposition à un facteur de risque. Merci. Alors, une autre question, monsieur ? Bien sûr, il faut éviter les infections en termes de prévention, ça c'est sûr. On dit à toutes les femmes de pas manger du fromage au lait cru, de ne pas s'approcher des chats, etc. pendant la grossesse. Alors, on n'entend pas, mais je vais peut-être m'approcher avec vous. Pardon. Indépendamment de la prise en charge, sur le plan thérapeutique, il y a eu de très nombreux essais cliniques qui ont été réalisés avec la cytocine. La cytocine, c'est une hormone d'attachement qui joue un rôle essentiel dans la relation mère-enfant. Et on a pu penser, enfin les gens qui ont lancé ces essais cliniques ont pu penser que cette cytocine pouvait avoir un rôle intéressant. Donc ces essais ont été faits en double aveugle et on a noté, enfin les gens qui ont fait ces essais ont noté un effet positif intéressant par inhalation de cette cytocine. L'ennui, c'est que cette molécule est une molécule qui est extrêmement fragile et donc il faut finalement faire en sorte de fabriquer des molécules plus stables pour essayer d'avoir des indications plus précises. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur ce type de piste sur le plan thérapeutique ? Moi, je ne suis pas forcément au courant des dernières études. Le dernier état de l'art que j'en avais vu, c'était que ce n'était pas si clair que ça, en fait. Il y a des essais cliniques qui suggèrent que l'ocytocine peut avoir un effet positif intéressant, d'autres pas. Bon, je pense que c'est une piste très intéressante qu'il faut continuer à creuser au niveau de la recherche. Mais pour l'instant, on ne va pas dire qu'on a trouvé le remède miracle. Mais peut-être ma collègue en sait plus sur le sujet. Je suis un peu d'accord avec toi. Alors peut-être que Angela Sirigu, si elle était encore là, elle nous contredirait parce qu'elle fait partie des gens qui font la recherche là-dessus. Mais bon, moi je dirais, attendons plus de travaux. Oui, alors une question, madame, je vais peut-être venir vers vous, je ne suis pas très loin. Bonjour à tous. Oui, je voulais seulement dire que les enfants autistes, un jour ils grandissent. Ils deviennent adultes. Et quand ils sont adultes, c'est une véritable misère humaine et sociale, puisque les prises en charge, là, elles se raréfient. Et donc, oui, c'est vrai, comme disait M. Guénoun, bien sûr, Dr Serré également, la société doit faire un gros effort, parce que les deux droits de nos enfants, le droit à l'éducation et le droit à la santé, sont bafoués. Donc, ça n'existe pas. Alors, je voulais poser une question. Bien sûr, on ne va pas résoudre tout aujourd'hui, mais on va y travailler, on va continuer à se battre. Le combat des familles est très, très important. Est-ce que le 4e plan autisme parle des adultes ? Donc, je peux juste dire oui, il y a un groupe de travail qui porte sur les adultes. Mais après, j'y suis pas, donc je ne peux pas en parler. Est-ce qu'il y a d'autres informations ? Je peux répondre, oui, bien heureusement. Heureusement, on s'est battu pour que le plan 4 parle beaucoup d'autisme, parce que c'est vrai qu'il y a une... je la sors souvent, mais dire qu'un enfant autiste, par magie, disparaît à 18 ans. Parce qu'on traite toujours des problèmes des enfants, et puis les adultes, bizarrement, on n'entendait jamais parler d'eux. Alors, madame, le plan autisme 4, oui, il prévoit beaucoup de travaux sur la thématique adulte. Prise en charge, inclusion, avenir professionnel, etc. Maintenant, je vous rejoins. Les résultats, j'espère qu'ils seront un peu mieux suivis ou plus positifs que ceux du plan 3, qui a été bien tronqué. Est-ce qu'il y a eu une évaluation du plan 3 et est-ce qu'on a pointé justement tous les manques que vous avez pu souligner les uns et les autres ? Bien sûr, c'est pour ça qu'on se permet de dire que ça n'a pas été très bien suivi. D'accord. En général, on se base sur des données objectives. Et les données objectives font que... Exactement. Constat est sévère. Béatrice ? Non, juste préciser qu'il y a la dame avec le t-shirt vert qui
au premier rang, qui lève la main depuis tout à l'heure. Oh. Je pense qu'elle est trop en face de toi pour que tu Eh ben, la vois. exactement, je suis absolument confuse. Et là-haut aussi ensuite. Bon, toutes les questions sont intéressantes, évidemment, toutes les réponses, mais ça peut faire suite un petit peu à ce que justement la dame vient de poser, parce que moi je ne suis pas dans la situation d'être une maman d'un enfant autiste, mais par contre j'ai des personnes dans mon entourage comme ça, et je me posais la question, parce qu'on parle évidemment, aujourd'hui c'est normal de l'accompagnement des enfants, hein, par la médecine, par les médecins, mais moi je m'interroge sur l'accompagnement et l'aide qu'on peut apporter aux parents, parce que me vient de souligner cette maman, qu'est-ce qui se passe pour les enfants quand ils sont adultes? Je suppose que les parents continuent à s'en occuper, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de choses prévues. Et qu'est-ce qui est fait pour ces parents? Qu'est-ce qu'on peut faire, même dans l'entourage? Voilà mes questions. C'est peut-être un peu large, mais voilà. Merci. Et donc, il y a des questions ensuite là-haut, s'il vous plaît. Alors, qui répond sur la question, Frédéric? Je pense que c'est une question importante à faire remonter au 4e plan autisme, mais du coup, on ne peut pas vous répondre pour ce qui est fait, parce que pas grand-chose n'est fait pour l'instant, en effet. Juste, on peut déjà dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les parents. Ça sera beaucoup plus facile. Par exemple, visiter l'Élysée le 14 juillet, ce n'est pas très intéressant pour les parents. Par exemple, avoir des ateliers de poterie les dimanches après-midi, ce n'est pas intéressant pour les parents. Je peux continuer comme ça très longtemps. Les parents, ce qu'ils réclament, c'est simplement que les personnes qu'ils ont mis au monde, c'est des personnes. Avant d'être autistes, c'était des personnes, c'était des enfants puis des adultes. Qu'ils aient les mêmes droits que nous tous, parce qu'on n'est pas autiste. C'est uniquement ça. Merci. Alors, qui a le micro? Voilà, là où il me semblait qu'il y avait une question. Qu'est-ce que vous pensez de ces études récentes qui tendraient à montrer qu'il y aurait un autisme féminin tout à fait sous-diagnostiqué, sous-estimé? Il semblerait, d'après ces conclusions, je ne sais pas ce qu'elles valent, que les filles mettraient très tôt en place des stratégies de compensation du handicap et donneraient donc... on ne décèlerait pas l'autisme, toutefois ces personnes seraient en souffrance, notamment en raison de difficultés dans les interactions sociales. Alors, on rejoint le thème du début de l'après-midi. Je veux bien essayer de répondre à cette question qui effectivement est tout à fait d'actualité, puisqu'en ce moment, les Américains notamment sont en train de se questionner, faut-il créer des critères diagnostiques spécifiques pour ces femmes qui ont des troubles autistiques. Alors je rejoins un peu ce que nous a dit Franck au début dans la définition de l'autisme. Suite à la définition de l'autisme, il a bien dit, effectivement, il y a un continuum entre des traits très importants jusqu'à une variante dans la personnalité. Je prends un autre exemple tout simple. Quand on a une grippe, on peut être sévèrement malade et être alité et être arrêté, comme on peut continuer à aller travailler parce qu'on a une grippe légère. C'est bien le retentissement du handicap, le retentissement fonctionnel qui est insertion sociale scolaire, qui va signer et qui va s'associer pour dire on est dans la pathologie autistique. Alors quand on parle de handicap invisible, quand on parle de difficultés qui sont tellement subtiles que effectivement ça nous crée une gêne dans notre vie quotidienne. Quand on est anxieux, on a une gêne dans les relations sociales. Quand on est triste, on a une gêne dans notre vie. Est-ce qu'on est pour autant handicapé ? C'est la question que je me pose. On y est beaucoup confronté au niveau de la question du diagnostic chez les adultes, puisqu'on reçoit beaucoup de demandes de personnes, femmes, donc avec cette recherche. Et on n'a pas toutes les réponses, mais effectivement, il y a une prise en compte de ce questionnement-là. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question qui je ne vois pas? Là-haut. Face oui. Dans l'angle. Là-haut. Ah. Alors, on va peut-être prendre les deux dernières questions. Madame, et puis là-haut. Oui, bonjour. Donc moi, je suis maman d'un petit garçon autiste de 7 ans et j'aurais aimé savoir si vous pouviez nous donner des informations par rapport aux études qui avaient été faites sur un diurétique et qui
aurait une action sur les taux de chlore au niveau des neurones. Voilà. Je suis désolée de répondre encore. Effectivement, il y a eu une étude faite sur un diurétique qui s'appelle le bumétanide, qui est un vieux diurétique qui était utilisé dans l'insuffisance cardiaque chez les adultes et très peu chez l'enfant. Donc il y a une étude qui a été menée d'abord initialement par Éric Lemonnier en France sur 60 enfants dans un centre, qui a montré qu'il y avait une amélioration des interactions, des relations sociales et une diminution des comportements répétitifs chez les enfants autistes. Puis ensuite, il y a eu une étude de phase 2, c'est-à-dire qui a permis de faire une titration au niveau des traitements pour évaluer quelle était la dose maximale de traitement qu'il fallait mettre. Ça a été publié récemment. Donc cette étude, elle était multicentrique en France. Et actuellement, il y a une préparation d'études en phase 3 qui va être internationale, qui va regrouper une dizaine de pays, qui est en cours d'exploration et donc qui devrait pas tarder à débuter. Merci. Et donc, madame... Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport en fait à un traitement possible, puisque je suis allée à un congrès à Paris sur la vitamine C et où des médecins américains sont venus nous donner l'information comme quoi la vitamine C agissait sur beaucoup de choses, y compris l'autisme. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques études de fait, mais avec très peu de patients en fait. Donc, est-ce que vous avez ces informations-là et pourquoi il n'y a pas plus d'études en cours actuellement avec cette solution qui est de la vitamine C à 8 grammes par 70 kilos par jour, sachant qu'elle agit à plusieurs niveaux. Elle tue les virus, la vitamine C, et en plus, il y a un effet apaisant du système nerveux. Vous parlez de la vitamine C ou D? C, comme acide L-ascorbique. Acide ascorbique. Honnêtement, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas non plus cette information. Franck, non plus? Mais non plus, donc je ne peux rien dire sur la vitamine C. C'est peut-être l'occasion de dire qu'à part les traitements qu'on a évoqués, il y a aussi beaucoup d'autres traitements qui sont proposés aux familles d'enfants autistes. Et comme je l'ai dit plus tôt pour la dyslexie, là aussi, il faut faire attention. Il n'y a aucun traitement miracle. Et il y en a beaucoup qui sont basés sur des théories de l'autisme qui ne sont pas prouvées. Et il y en a beaucoup qui n'ont aucune efficacité prouvée. Donc par exemple, on a beaucoup incriminé les vaccins dans l'autisme. Il n'y a aucun lien de causalité entre les vaccins et l'autisme. Il y a beaucoup de gens qui proposent des régimes. On n'a aucune preuve que les régimes, ça marche. Il y a des gens qui proposent des chélations, donc pour enlever les métaux lourds, mais là c'est pareil, on ne pense pas que ça marche. Donc si vous voulez, il faut que les familles, qui sont évidemment souvent dans une situation de détresse et qui sont prêtes à se raccrocher à n'importe quoi, il faut qu'elles soient très prudentes et qu'elles questionnent toujours, mais quelles sont les preuves de l'efficacité de ceci? Oui, récemment on a proposé les antibiotiques parce qu'on pensait que l'autisme était dû à des infections, etc. Là aussi, il n'y a pas l'ombre d'une preuve pour l'instant, donc il faut être très 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 prudent. Très bien, merci beaucoup. Mais écoutez, on arrive au terme de la conférence, donc vraiment on vous remercie, on vous applaudit tous les quatre. Un grand merci Béatrice. Merci.